Bonjour, mes quelques petits élèves de HLP qui restent l'année prochaine et peut-être d'autres, pourquoi pas, qui ont envie de s'instruire un peu et d'augmenter leur culture générale. Alors, si je fais un petit bilan, on a travaillé comme deuxième grande partie de chapitre sur la découverte du monde et la pluralité des cultures. On a fait un premier chapitre sur l'expérience de l'autre entre témoignage et fiction. On a fait un deuxième chapitre ensuite, donc là, c'était plus ensemble, mais c'était sur YouTube. Bon, on l'a quand même fait. Donc, on a travaillé sur les nouveaux mondes comme miroir critique de l'ancien monde. Et donc vous aviez à choisir un texte, le lire, justifier, etc. On avait corrigé ça donc lundi de la semaine dernière. Et pour aujourd'hui, je vous avais demandé de travailler alors sur une autre partie du programme et qui est toujours dans la rencontre avec l'autre, c'est d'écrire, figurer, imaginer. Et on va travailler plus particulièrement donc sur fiction et connaissance du monde et de l'homme à travers les utopies. Alors, le premier objectif de ce chapitre, c'est avant tout un objectif culturel. Il s'agit de donner un aperçu de la variété des mondes imaginaires qui ont été inventés par des écrivains. Mais il s'agit aussi de questionner ces mondes utopiques et en particulier de se demander de quelle façon ces mondes imaginaires, ces mondes de fiction, nous ramènent aux nôtres par comparaison, pour en questionner des composantes sociales, sociétales ou plus existentielles. L'idéal permet donc de mieux voir le réel. C'est un peu le paradoxe finalement de ces utopies. Les auteurs vont présenter des sociétés qui sont complètement étrangères, mais qui souvent en fait ne sont qu'une critique déguisée des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Critique qui s'accompagne parfois d'ailleurs d'une opposition politique, parce que, par exemple, l'inventeur, entre guillemets, de l'utopie, qui est Thomas More, a été décapité pour avoir été jugé coupable de trahison contre le roi Henri VIII. Donc vous voyez bien que l'utopie a aussi une dimension politique importante. Donc je vous avais lu 4 textes et je vous avais demandé de faire les questions de littérature et la question vers le bac qui étaient associées, donc soit directement après la littérature, soit tout à la fin pour le texte 1, elle était associée à la philosophie, alors qu'en réalité elle faisait référence au texte de Marivaux. Alors si je commence justement par ce texte de Marivaux, Le monde à l'envers, la première question, vous demandez en quoi ce nouveau monde dans lequel arrivent Iphicrate et Arlequin est une utopie. Donc je ne reviens pas sur l'étymologie du terme d'utopie, puisque normalement vous le connaissez. Donc première chose qui fait de ce texte une utopie, de ce monde une utopie, c'est le temps et le lieu. En effet, ça c'est censé situer pendant l'Antiquité grecque, comme l'indique, et donc ça indique un éloignement à la fois temporel et spatial. D'autant plus que c'est une île, c'est l'île des esclaves. L'île, c'est vraiment la grande tradition utopique, c'est le lieu qui n'existe pas, qu'on va retrouver dans le texte de Campanella ou dans le texte de Thomas More. Dans cet isolement insulaire, la nouvelle situation d'Iphicrate serait un véritable esclavage, mais il y a un projet correctif indiqué par Trivelin. Ce n'est pas juste l'esclavage pour l'esclavage, c'est l'esclavage pour se corriger. Il s'agit finalement d'un cours d'humanité. Trivelin, avec son nom de valet rusé et insolent, qui est tiré de la Commedia dell'arte, donc de la comédie italienne du fin XVIe, début du XVIIe, c'est un porte-parole élu, puisque cette île est une république. Deuxième point qui fait de ce texte une utopie, on voit un ordre social plus juste. Ici encore, Marivaux va rejoindre les utopies des XVIe et XVIIe siècles pour proposer un renversement des valeurs qui doit aboutir à une prise de conscience morale. Comme le dit Trivelin aux lignes 23-24, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Cela suppose donc, et c'est une croyance typique de la philosophie des Lumières et du genre utopique, que l'individu est perfectible. Autrement dit, Iphicrate est susceptible de devenir meilleur. Ensuite, dans la deuxième question, vous demandez comment Iphicrate et Arlequin réagissent
en prenant conscience des règles de ce nouveau monde. Alors d'abord, il y a un échange des noms, et ce n'est pas anodin, puisque cet échange de noms va être révélateur des nouveaux rapports de pouvoir. Iphicrate, il faut savoir en grec ce que ça signifie. D'un côté, iphis, ça signifie avec force, et crate, c'est le pouvoir. Et ce Iphicrate, dont le nom indique le pouvoir, la domination, la force, il va devenir le seigneur Hé, un terme qui est complètement déshumanisant et qu'il utilisait jusqu'ici pour s'adresser à son esclave Arlequin. Donc l'échange des noms est déjà révélateur de la permutation des conditions sociales. La réaction des personnages va être lisible dans les répliques et dans les didascalies. Ainsi, la joie d'Arlequin se lit aux lignes 3 et 6, sa colère à la ligne 7, lorsque Iphicrate persiste à le traiter de maraud, c'est-à-dire d'un homme insolent de rang social inférieur. Alors, ensuite, je vous demandais donc de travailler sur la question vers le bac. Vous pouviez faire s'entraîner à l'oral. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs me l'envoyer ensuite, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que donc, c'est un texte de théâtre et vous le savez, le jour du bac, à l'oral, vous pouvez tomber sur le théâtre. Donc ça peut être intéressant de vous enregistrer pour voir comment vous allez interpréter ce texte en différenciant bien Iphicrate et Arlequin. Le texte de théâtre, c'est comme les autres textes. Il doit être lu de manière expressive et peut-être même encore plus que les autres textes parce que c'est un texte qui est fait pour être joué. Donc ça peut être intéressant de vous entraîner et vous pouvez évidemment m'envoyer vos entraînements à l'oral. Ensuite, vous aviez donc la question vers le bac. Une société juste, est-ce une société d'égaux ? Vous deviez rédiger un paragraphe dans lequel vous répondez par l'affirmative, donc oui, en faisant référence au texte de Marivaux. Alors, pour faire cette question de réflexion, je vous propose un paragraphe. Une bonne société doit être composée de gens différents, d'horizons divers, ayant des compétences qui puissent se compléter et ainsi s'aider les uns les autres. Mais cette diversité n'implique pas nécessairement une inégalité de statut ou de conditions parmi les citoyens. Dans l'île des esclaves, Marivaux fait rappeler à Trivelin qu'ils sont les héritiers de la société inégalitaire des Grecs, mais que cette inégalité avait fait naître un tel ressentiment, une telle colère chez les esclaves qu'il avait poussé ces esclaves outragés à vouloir se venger par la mort contre leurs anciens oppresseurs. On peut généraliser et faire l'hypothèse qu'une société d'égaux est nécessairement plus harmonieuse qu'une société dans laquelle les inégalités sont fortes et donc sera une société plus juste. Je vous demande juste une seconde, je vais régler un petit problème domestique. Alexis et Thomas, vous sortez de derrière le canapé, vous retournez dans vos chambres. J'avais été claire, je suis en train de travailler, vous me laissez tranquille. Il est 18h39. Et alors ? Mais non. Dans vos chambres, j'ai dit. Mais nous, on n'arrive pas à jouer. On ne sait pas quoi jouer, nous. On s'ennuie. Voilà, je suis désolée, mes enfants étaient cachés derrière le canapé en train de chuchoter. Ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, et donc ils viennent déranger maman. Bien, donc je reprends et je passe donc au deuxième texte que je vous proposais, qui était un texte de Campanella. Alors Campanella, lui aussi c'est quelqu'un qui a eu quelques petits problèmes à cause de ses idées, puisque derrière l'utopie qu'il nous propose, il y a une critique du régime politique dans lequel il vit. Puisque donc Campanella, il a été à l'origine de tentatives d'insurrection et il a été emprisonné. Donc là encore, on voit que les utopies recèlent une dimension critique politique. Alors, si je reprends la première question, quelle passion humaine est présentée comme la cause de tous les malheurs ? C'est le désir de possession. C'est la cupidité, l'avidité qui va causer tous les maux. Ce désir de possession nous pousse à nous approprier ce qui est à tous et il est finalement la source de l'égoïsme. Le Solarien fait donc ici la genèse, c'est-à-dire l'histoire, l'historique du mal social. Dans la deuxième question, on vous demandait quelle organisation sociale propose à l'inverse les Solariens et quels en sont les divers bénéfices.
Alors, les solariens proposent un idéal de vie communautaire. La formule qui ouvre l'extrait, chez eux, montre bien que l'opposition avec le chez nous. Hein, c'est donc très différent. Ça implique une critique des sociétés réelles que le lecteur connaît. Les bénéfices sont liés à l'absence de propriété privée. Il n'y a plus de richesse ni de pauvreté. Cela signifie que les rapports de domination disparaissent. Alors, pour reprendre l'analyse de Pierre Macheret, M-A-C-H-E-R-E-Y, vous pouvez aller voir sur Internet qui il était et éventuellement même écouter, puisqu'il y a des discours de Pierre Macheret, des cours de Pierre Macheret qui sont disponibles sur YouTube, par exemple. Donc, Pierre Macheret, c'est un philosophe français qui est spécialiste du philosophe Spinoza, et spécialiste aussi de la pensée littéraire, puisqu'il a été aussi bien étudiant en philosophie et étudiant en littérature. Il est professeur émérite, il est toujours vivant, il est professeur émérite à l'université de Lille-Nord, et il est aussi maître de conférences en littérature. Et il a en particulier... il a travaillé justement sur la Cité du Soleil de Campanella, et voici ce qu'il écrit au sujet du paragraphe 3 de ce texte. Là où la propriété est celle de quelqu'un en particulier, ce qui suppose au départ une spoliation, il doit y avoir des riches et des pauvres, donc inégalité, ce qui constitue la négation potentielle d'un ordre social stable qui requiert l'unanimité. Dans la question 3, comment appelleriez-vous le monde utopique proposé ici? Alors, Campanella insiste sur l'organicisme. Là encore, je vais faire référence à Pierre Macheret, dans l'article que je vous ai cité, La Cité du Soleil de Campanella. Macheret rappelle, je cite, le modèle organiciste paraît en effet le mieux adapté pour expliciter le type de cohésion requis par le fait de vivre en société. L'organisme, comme notre organisme, notre corps, est cet ensemble dont la stabilité et la perpétuation sont conditionnées par la complémentarité de toutes ses parties constituantes, condamnées à mourir si elles s'isolent, c'est-à-dire si elles cessent de participer à la dynamique communautaire en vertu de laquelle ce qui profite à chacune doit automatiquement profiter à toutes. Et dans le texte, les lignes 21 à 23 illustrent cet aspect. Dans le corps social solarien, chacun participe au tout et rien ne lui appartient. À la limite, il n'y a même plus d'individu autonome puisque chacun dépend des autres. Ensuite, vous aviez donc la question vers le bac. Vous deviez rédiger une partie de devoir dans laquelle vous montrerez la manière dont le bonheur des solariens est mis en évidence dans cet extrait. Alors, je vais vous proposer 4 pistes possibles pour rédiger cette partie de devoir. Première piste possible, l'harmonie sociale, d'abord, avec l'absence de barrières sociales, puisqu'il n'y a plus de différence de richesse, la propriété privée ayant disparu. Du même coup, les passions tristes qui sont évoquées aux lignes 20 au 21 ont, elles aussi, disparu. Deuxième piste possible, ce sont les passions positives qui vont prévaloir, l'amour, la joie. Troisième piste possible, de façon frappante, le bonheur est lié à la réduction du temps de travail, qui est permise par la participation de tous aux besoins utiles. Il dit au début du deuxième paragraphe, en gros, 4 heures de travail quotidien suffiraient. Vous imaginez, sur une semaine de 5 jours, ça ferait 20 heures de travail hebdomadaire au lieu des 35 actuels et des 42 qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça. Et quatrième piste, on a un mode de vie équilibré où se complaisent le corps et l'esprit et l'échange intellectuel. Voilà pour ce qui concernait le texte de Campanella. Je passe maintenant au texte fondateur, le texte de Thomas More dans Utopia, qui s'intitulait Un monde égalitaire. Dans la première question, vous demandez pourquoi est-il important, selon vous, de montrer des détails concrets de la vie en utopie. Alors, selon vous, bien sûr, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Le caractère concret du repas évoqué permet évidemment d'éviter l'abstraction d'un traité.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un traité philosophique où on est très dans les idées et pas du tout dans le côté terre-à-terre. Le lecteur est amené à confronter le repas en utopie à ses propres pratiques. Et puis surtout, l'utopie, ça doit paraître vrai, même si la réalité se trouve modifiée. Vous allez me dire, elle est obsédée par Pierre Macheret, elle est amoureuse, c'est pas possible. Non, il est beaucoup trop vieux, rassurez-vous. Pierre Macheret dit au sujet de l'utopie, le discours sur l'utopie, pour être lu correctement, doit être perçu à l'échelle de ses plus petits détails caractéristiques, et non réduit à quelques vagues généralités, finalement dépourvues de sens. Ce sont ces particularités concrètes qui permettent d'exposer la réalité utopique, comme si on l'avait réellement sous les yeux devant soi, en vrai. Rentrer dans la spéculation utopique, en vue d'en saisir toute la portée, ce devrait donc avant tout consister à partager une expérience vécue, en se figurant qu'on y participe directement. C'est pourquoi le mieux, pour saisir les principaux enjeux de la démarche de mort, est de se plonger directement dans l'ambiance de la vie en utopie. Voilà, fin de citation. Il est enfin important de noter que l'évocation du repas se fait de manière objective, puisque le narrateur, Claudet, enregistre sans commentaire et dans le détail le déroulement de cette pratique éminemment sociale qu'est le repas pris en commun. Alors, la deuxième question, vous demandez comment l'organisation spatiale et temporelle du repas permet-elle de consolider le sentiment collectif, et vous deviez prendre appui sur des exemples précis. Alors, le sentiment collectif, il est renforcé par plusieurs choses. Première chose, la distribution rigoureuse des places, qui va mélanger les générations. Deuxième chose, le rituel de la lecture, qui porte sur un texte à but moral. Troisième point, l'ambiance, qui évoque un peu celle d'un réfectoire scolaire. Quatrième point, la pratique de l'écoute de l'autre, et en particulier des propos des jeunes gens. Cinquième point, dans le 4e paragraphe, il est question des plaisirs de la table. Dans l'utopie, chacun peut manger seul chez soi s'il le désire, mais il se voit alors privé des douceurs qui se trouvent servies lors du repas en commun. On associe donc la vie en communauté avec les plaisirs du corps. Dans cette hiérarchie, les vieillards occupent la place de choix. Les tables sont présidées avec le magistrat et le prêtre par des aînés qui sont dépositaires de la sagesse. Et les autres personnes âgées sont réparties de manière à être mêlées aux personnes plus jeunes. Je cite, « afin que le sérieux et l'autorité d'un vieillard détournent les jeunes gens de toute mauvaise manière et de toute excessive liberté dans leur discours. » Cette précision qui montre que les vieillards écoutent avec beaucoup d'attention les propos des jeunes gens permet de relativiser un petit peu leur rôle parce que ça évoque un peu une pratique d'espionnage. Donc ça relativise la liberté des propos de ces jeunes. Cette liberté, c'est une liberté surveillée en fait, hein, même si les vieillards, les sages, les aînés ont une allure sympathique, il n'empêche que voilà, ils sont là pour écouter et retenir ce que l'on dit. Dans la question 3, que peut apporter cette organisation à chacun de ses membres ? Alors, premièrement, il y a un profit de nature morale, la lecture instructive et l'écoute des propos édifiants des anciens. Deuxième point, il y a une nature physique, voilà, un apport physique, puisqu'il y a le lexique des plaisirs qui est massivement employé dans le 4e paragraphe. Par exemple, il est question de desserts copieux et friands où rien n'est épargné pour le bien-être et pour la jouissance des convives. Ensuite, la question vers le bac. Quel plaisir le lecteur peut-il avoir à lire des récits proposant des mondes utopiques ? Quel bénéfice peut-il en tirer en outre sur le plan de la réflexion ? Donc, vous aviez 2 questions, donc on attendait 2 éléments de réponse. Concernant les plaisirs, vous pouvez avoir d'abord le plaisir à imaginer d'autres vies, se mettre à la place du personnage. Ensuite, le plaisir de la contestation de l'ordre social dans lequel vit le lecteur. C'est peut-être pas sans doute premier dans la réflexion induite entre la comparaison du monde utopique et le nôtre, mais néanmoins, on a l'agrément d'un regard satirique. Troisième point, le plaisir d'être le spectateur privilégié des plaisirs des personnages eux-mêmes. D'accord ? L'utopie ne va pas minorer la part de joie, de bonheur, de plaisir qu'il faut réserver aux habitants de ces lieux imaginaires.
On peut même soutenir que plus la vie en communauté est contraignante et plus la part réservée au plaisir des membres de la société doit être importante. Deuxième question, donc la question des bénéfices. Bénéfices qui sont d'ordre réflexif. D'abord, toute utopie se présente, du moins implicitement, comme une correction du monde actuel du lecteur, d'où la dimension critique de la fiction dans tous les domaines, que ce soit l'organisation politique, l'organisation sociale, l'organisation économique, l'éducation, la gestion des corps. Deuxième bénéfice, l'utopie propose un idéal. On ne saurait lui reprocher d'être irréaliste, puisque sa fonction, c'est précisément de proposer un modèle. D'accord ? Donc, ce qui vaut pour toute théorie peut s'appliquer à l'utopie. Ce n'est qu'en posant une norme qu'on peut donner du sens au réel. Troisième bénéfice, l'utopie propose une version possible du monde actuel qui pourrait quelque part dessiner un horizon peut-être atteignable au terme d'un processus de progrès continu. Alors, je passe maintenant au dernier texte qui était, alors là pour le coup presque un texte de science-fiction, puisque il est question de Paris au XXVe siècle par Mercier, tiré de l'an 2440, publié, donc vous le voyez un peu plus tardivement, à la fin du XVIIIe siècle, à la pleine époque de la philosophie des Lumières. Dans la première question, vous vous demandez de quoi le guide du narrateur fait-il l'éloge ? Le guide du narrateur fait l'éloge de Dieu. Le texte présente en effet un paradoxe. L'initiation scientifique, permettant de contempler les deux infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit, est en réalité un prétexte à la célébration de la puissance et de la bonté divine. Alors bien entendu, on a ici une référence à Pascal, qui est un philosophe. Je vous renvoie là pour le coup à votre cours de philosophie. Deuxième question, en quoi l'utopie présentée ici permet-elle le bonheur des Parisiens de l'an 2440 ? Alors, cette utopie, elle permet le bonheur dans la mesure où elle permet une révélation par les instruments scientifiques d'observation de ce qui était jusqu'ici invisible. Donc on a le bonheur du savoir. Mais finalement, l'essentiel est ailleurs. En contemplant l'œuvre divine, le jeune initié comprend la place dominante que l'homme occupe dans la création. On a donc aussi un bonheur spirituel. Et cette découverte d'un bonheur spirituel s'accompagne d'une joie, terme qu'on retrouve aux lignes 2 et 26. C'est un terme capital parce que dans le contexte chrétien, il désigne un sentiment de plénitude qui affecte l'être tout entier lorsque son cœur accueille l'Esprit Saint. Ainsi, lors de l'Annonciation, je vous rappelle que c'est le moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle porte en elle l'enfant de Dieu, il lui dit, réjouis-toi, Marie. La joie est vraiment un terme très important. Ensuite, vous aviez la question vers le bac. Alors, autant les questions précédentes étaient relativement faciles à traiter, autant celle-ci était quand même plus difficile. À mon avis, c'était la plus difficile des questions à traiter. On vous disait, d'abord, le genre littéraire de l'utopie ne cherche pas à offrir une représentation réaliste du monde. Quelle valeur de vérité offre-t-il néanmoins, à votre avis, à partir du texte, rédiger une partie de devoir pour répondre au sujet ? Une partie de devoir, ça implique en fait qu'il y aurait une deuxième partie. La première partie de votre devoir, ça serait, un grand 1, la fiction n'est pas réelle, mais elle n'est pas dépourvue de vérité. Donc le grand 2 pourrait être, l'utopie n'est pas réaliste, donc elle n'a pas lieu d'être considérée comme vraie. Voilà. Donc nous allons travailler juste sur le grand 1, puisque ce qu'on vous demande, c'est quelle valeur de vérité offre-t-elle l'utopie à votre avis ? Pardon, je suis désolée, il y a le soleil qui se couche derrière moi. Alors, l'utopie permet, donc, ce sera notre thèse, et on va la justifier par plusieurs arguments. L'utopie permet de révéler, d'abord, les passions sociales qui agitent les individus. Elle est donc porteuse d'une vérité anthropologique. En effet, la fiction utopique permet d'analyser le cœur humain, en montrant par quelle passion le monde réel est mené. Elle propose des exemples de régulation, de correction de ces passions. Alors, de quelle passion s'agit-il ? La passion centrale à combattre, c'est l'orgueil.
L'orgueil qu'on trouve aussi bien dans les textes de Campanella que dans le texte de Marivaux, parce que l'orgueil produit des inégalités sociales et matérielles qui sont considérées comme inacceptables. Par exemple, le désir de propriété et de reconnaissance sociale, qui sont des variantes finalement de l'orgueil, provoquent des inégalités sociales, économiques, matérielles. Les textes utopiques montrent alors comment on peut rééquilibrer ces passions par une sorte de thérapie. C'est le cas chez Marivaux. L'humiliation des maîtres adoucit leur désir de domination. Ainsi, on voit qu'une passion peut être adoucie par une autre, et pas d'abord par la raison. Guérir la passion de l'orgueil par la passion de l'humilité, ce serait finalement une sorte de traitement homéopathique. Deuxième point, deuxième passion qui agite les individus et qui est une révélation de vérité, c'est ce qu'on appelle la libido dominandi, la volonté de dominer et de soumettre l'autre. L'utopie va montrer les ravages de cette passion sociale et elle va proposer de corriger cette passion par une conception vertueuse de l'individu ou par une prise à partie du maître. Ça, on peut trouver ça par exemple chez Sénèque. Là aussi, je vous renvoie à votre cours de philo. Dans les deux cas, on voit que le désir de changer l'ordre politique et social s'appuie sur une certaine conception de l'homme. C'est l'idée qu'il existe un genre humain, chez Sénèque notamment. Troisième point, dans notre grande partie, ce qu'on appelle la libido sciendi, le désir de savoir. C'est une véritable passion, hein, le désir de savoir, et par exemple, on peut le voir très clairement à l'heure actuelle dans le contexte sanitaire qui est le nôtre. Il y a une véritable course effrénée à la recherche de traitements, de médicaments, de dépistage, etc. Le désir de science est une véritable passion qui peut d'ailleurs nous amener à faire des choses complètement interdites, on pourrait dire, sur un plan éthique. Par exemple, la libido sciendi, c'est ce qui a suggéré de faire des essais de clonage de l'homme, par exemple. Et cette clonage que vous retrouvez, par exemple, dans Le meilleur des mondes et qui est parfaitement accepté dans cette dystopie. Donc, cette libido sciendi, ce désir de savoir, il est naturel à l'homme. Et les utopies permettent de montrer comment celui qui progresse dans l'ordre du savoir peut mener une vie meilleure ou améliorer ses curiosités de vie. Donc, ses conditions de vie, pardon. Donc, la curiosité, c'est une passion centrale. L'utopie montre alors ses bienfaits, mais attention, comme je le disais, le désir, la passion de la curiosité, de la science, peut aussi mener à des dérives. Voilà, en ce qui concerne l'étude donc, des 4 textes qui vous étaient proposés. Je vais joindre sur Pronote et sur l'ENT du travail à faire, donc pour ceux qui restent toujours avec moi. Alors, du travail à faire pour le 4 mai. Vous verrez, je vais vous mettre une double page. Je ne sais plus si ça apparaît sous double page. Non, il y aura 2 documents différents. Il y aura un document qui s'appelle Lexique et langue. Dans ce document Lexique et langue, vous avez 4 exercices. Dans l'exercice numéro 1, je vous demande de traiter le petit 1 et le petit 3. Dans l'exercice numéro 2, je vous demande de traiter seulement le 1, c'est-à-dire de faire le tableau et de le compléter. L'exercice 3, vous ne le faites pas et vous faites l'exercice 4 en entier. D'accord ? Ensuite, pour le 11 mai, date à laquelle, en théorie, on devrait se retrouver, mais bon, finalement, je n'en sais trop rien, ni les uns ni les autres. Je vous propose de faire l'atelier littérature et philosophie qui s'intitule « Imaginer une suite de nouvelles de science-fiction à partir de rapports minoritaires, Minority Report, de Philippe Dick, une nouvelle parue en 1956 et qui a été reprise au cinéma avec dans le rôle, dans l'acteur principal, ça y est, son nom, Keanu Reeves. Son nom m'échappait. Non, Tom Cruise. Excusez-moi, Tom Cruise. Donc vous avez un extrait du chapitre 1 de la nouvelle. Je vous laisserai le soin de le lire. Et voici le sujet que vous avez juste après. À la fin du chapitre 1, Anderton apprend qu'il est le meurtrier désigné par les précogs. Il doit alors prendre une décision,
Rédigez le monologue intérieur du personnage qui mène à cette prise de décision au cours duquel Anderton sera en proie à un dilemme. Et vous prendrez appui sur les conseils et les étapes qui suivent. Donc vous avez étape 1, étape 2 et vous avez donc des aides qui pourront vous être utiles pour rédiger ce monologue intérieur. Alors, si on se voit pour de vrai le 11 mai, ou ce que je verrai le 11 mai pour de vrai, vous me rendrez en main propre ce travail. Si jamais on ne se voit pas le 11 mai, je vous demande de me l'envoyer, soit via l'ENT, soit via notre groupe WhatsApp. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite bon courage et on se retrouve la semaine prochaine pour la correction des exercices de lexique. Bonne soirée à tous, au revoir.